Nous vous souhaitons donc la bienvenue pour notre conférence de ce soir. C'est avec un grand plaisir que Présence Créole vous reçoit dans cette humble librairie pour qu'ensemble nous puissions aborder ce thème donc, sur la femme potomitan. On remercie donc déjà l'auditoire qui est présent et également nos trois autrices qui vont donc on va dire, amorcer ce débat autour de la femme potomitan. Donc déjà, Peggy. Bonsoir. Donc, je me présente. Oui, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Peggy Ebring. Donc, je suis autrice. Donc, il y a mes deux romans ici. La Quête, donc volume 1 et volume 2. Et je suis aussi coach de vie avec une couleur qui est une couleur intuitive parce que j'intègre l'intuition dans mon travail. J'accompagne les femmes qui ont le sentiment que leur vie manque de sens, à découvrir leurs aspirations profondes, à explorer leur mission de vie grâce à des techniques centrées sur le cœur, l'amour de soi et bien sûr l'intuition. Donc aujourd'hui, on va parler de la femme potomitan et donc je vais vous parler de mon expérience à... Ah, on ne m'entend pas bien, c'est ça? Il faut que je parle plus fort? Oui. Ok, donc je vais parler un peu plus fort. Donc ce soir, je vais vous parler de mon expérience en tant que coach à accompagner des femmes qui ne se disaient pas nécessairement être des femmes potomitan, mais qui ont certaines caractéristiques des femmes potomitan. Et on voit comment ça vient avec ses avantages et ses inconvénients, justement, et comment, dans ma pratique, je les accompagne et je les aide à aller vers plus de vérité, plus d'équilibre, etc. Quoi dire d'autre? Donc, je n'ai pas toujours été coach de vie. J'ai commencé après un diplôme d'ingénieur et un master en finance de marché. Je suis partie à Londres, donc j'ai travaillé sur les marchés financiers. Et puis j'ai eu un changement profond parce qu'au bout d'un moment, tout ça n'avait pas de sens. Donc je suis partie un peu en quête de moi-même et j'ai changé radicalement de vie. J'ai fait des études de naturopathie, de coaching, etc. Et voilà, et donc 10 ans plus tard, me voilà devant vous avec des casquettes, notamment la casquette coaching de vie et une casquette d'autrice. Voilà. Merci beaucoup, Peggy, pour cette présentation. Tania Lucéa, merci d'être là ce soir. Merci pour l'invitation. Bonsoir. Donc, je m'appelle Tania Lucéa. Je suis auteure du livre Les femmes de nos vies, qui est ici, qui est sorti il y a à peu près 1 an. Je suis infirmière de profession et donc j'ai cette nouvelle casquette depuis peu d'auteur. Les femmes de nos vies, ce sont des récits de vie, ce sont des nouvelles qui sont en fait des portraits de femmes. Donc je décris des vies de femmes. Ce sont des histoires vraies de femmes d'aujourd'hui, dans le temps et dans la géographie. Donc ce sont des femmes qui vivent aujourd'hui aux Antilles. Et à travers leur parcours de vie, j'aborde différents thèmes, pas nécessairement celui du potomitan, mais on tourne autour de toute façon, puisque quand on parle de la femme antillaise, d'une façon ou d'une autre, on y touche. Mais par contre, j'aborde des thèmes tels que la violence conjugale, le deuil périnatal, comment ces femmes-là avancent sur ces chemins de vie, comment elles font face à ces expériences de vie-là. Et voilà, et je raconte un peu leur cheminement. Donc voilà. Merci beaucoup. Madame Loiseau, Mapi, on est ravi de t'avoir parmi nous. Merci. Alors, moi, mon nom civil, c'est Marie-Pierre Loiseau, mais tout le monde m'appelle Mapi. Je suis à l'origine, la casquette que je mets la plus en avant, c'est poétesse. Voilà. J'ai écrit 2 livres pour l'instant. Le premier, c'est un recueil de poésie, Au bout du petit matin, l'émotion, qui est à l'entrée, là, j'ai vu. Et puis le second, Poussière rouge, qui est un récit de voyage poétique où je raconte mes aventures en terre d'Afrique, plus précisément à Dolisie, au Congo. Et, enfin, depuis Brazzaville, la traversée aussi est assez épique, voilà. Donc, ce sont mes 2 œuvres que je vous invite à découvrir. Et puis, je suis une poétesse engagée et d'ailleurs militante féministe à l'association Culture Égalité.
Et je pense que c'est cette partie de moi que Ben Aja a plus ou moins découverte récemment, à l'occasion d'une émission qu'on a faite ensemble. Et du coup, il m'a dit, ah ben on a ce truc-là, tu viens. Et donc, j'ai rien préparé, hein, je vous préviens. Mais bon, je viens avec tout ce que j'ai dans la tête. Et le sujet de la condition des femmes est un sujet qu'on retrouve pas mal dans mes écrits. Pas beaucoup dans le premier recueil de poésie, mais le deuxième recueil de poésie qui est déjà fini et qui arrive donc normalement en 2024 traite beaucoup des problématiques féministes. Et donc je pense que peut-être je pourrais contribuer à certaines discussions ce soir. Voilà. Très bien. Voilà, donc les présentations sont faites. Avant de démarrer donc cette soirée, je vais demander à notre ami Jean-François, s'il te plaît, qui a préparé Enfin, je vous laisse écouter. Oui. Et après, on aura une appréciation. Tu peux venir En devant, parole. s'il te plaît. On voit qu'on a affaire à trois belles dames avec... donc c'est Mapi, trois Mapipi aussi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Femme, maman femme. Femme, papa, maman, pas maillé, démaillé, rimaillé. Je sais des mal femmes, je sais des grands femmes. Pas grand femmes comme la petite vie pour petit maman qui m'a élevé. Je sais des grands femmes, 9 mois, pour des loups. Grand femme qui craquait les allumettes pour limer bouger la vie. Grand femme, premier levé, dernier couché. Sans fond pour des autres, la vie, caboujonnet. Sans dit dans entrailles la maison. Si maman ils entrailles autres qui venir grave, c'est puis l'emmène parole autres. Yo ka filer, zépon l'esprit yo, c'est puis force l'amour autres. Ils autres qui ka venir, qui peut éteindre diffé la dieu qui zaka tout partout. Femme, maman femme. Poto fait en mi-temps la vie, c'est des grands femmes. Alors, on a souhaité que Jean-François introduise en fait la question de la femme potomitan à travers donc ces quelques mots bien choisis. Alors, ce sujet est un sujet important dans notre société. On vient de fêter la fête des mères. Il est impensable de voir un enfant de Martinique ne pas aller fêter sa mère, notamment les hommes. Et la question de la femme potomitan doit nous intéresser. Est-ce en réalité un avantage de considérer la femme comme potomitan? Est-ce quelque chose, un héritage lourd à porter? Est-ce que la femme potomitan est quelque chose qu'il faut déconstruire, notamment pour nos jeunes filles qui grandissent? En fait, vous allez avoir la parole pour vraiment débattre sur ces questions-là, sentir vraiment libre de pouvoir présenter ou dire ce que vous pensez sur ces questions. De temps en temps, je vais faire quelques petites interventions, mais juste vous poser quelques questions. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on puisse aborder cette question. Déjà, premièrement, pour structurer un peu la discussion sur le plan historique, d'où vient finalement ce terme de la femme potomitan. Et ensuite, les réalités d'aujourd'hui liées à cette notion de la femme potomitan. Et finalement, comme disait Peggy tout à l'heure, toutes les difficultés dans lesquelles parfois les femmes se retrouvent de par le fait de porter finalement cette idée de femme potomitan. Et maintenant, en dernière partie de notre discussion, nous allons réfléchir sur les actions que nous allons pouvoir mener pour déconstruire réellement, de façon pratique, dans la société, les idées qui concernent finalement cette notion. Maintenant, est-ce que tout le monde est d'accord sur l'idée de la femme potomitan? Vous avez la parole, présentez un peu vos arguments, vos idées. Qui veut commencer? Alors, la femme potomitan. Alors, je vais parler un petit peu de mon expérience d'avoir accompagné des femmes entre guillemets potomitan, ou en tout cas avec certaines caractéristiques de la femme potomitan, puisque c'est une femme qui... c'est généralement une femme forte, c'est une femme qui est souvent sacrificielle, donc on y reviendra. Donc c'est une femme qui fait souvent preuve de sacrifice et qui a tendance à, par exemple, faire passer les besoins des autres avant les siens. C'est une femme qui... Vous m'entendez? J'ai l'impression qu'on ne m'entend pas. Ça va? Pas trop? Oh là là, il faut que je parle plus fort. Donc, la femme potomitan, dans mon expérience, j'ai rencontré des femmes, elles sont souvent sacrificielles.
C'est-à-dire qu'elles ont tendance vraiment à faire passer les besoins des autres, que ce soit leurs conjoints si elles en ont un, leurs enfants et voire même la famille au sens plus large du terme. Donc, puisqu'elles portent souvent leur famille et parfois même elles s'occupent de leur propre mère, par exemple, qui est en difficulté ou qui est âgée, etc. Donc, ce sont des femmes qui sont souvent sacrificielles et qui ont pris l'habitude de ne même pas s'interroger sur quels sont leurs besoins. C'est-à-dire, quand on leur demande, OK, qu'est-ce que tu veux, toi? Elles ont tellement pris l'habitude de penser aux autres qu'en fait, c'est comme si, voilà, il y a un blocage. Qu'est-ce que je veux, en fait? Elles savent qu'elles ne se sentent pas bien. Elles savent qu'elles ont une espèce de mal-être. Elles sont souvent épuisées. Quand elles sont en note avec elles-mêmes, elles sont souvent épuisées. Et elles sont en recherche de solutions quand elles viennent me voir. Donc, elles ne me disent pas, je suis femme potomitan, aidez-moi, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Mais elles se rendent compte qu'elles sont arrivées quelque part un peu au bout et qu'elles ont besoin d'un changement profond dans leur vie. Et elles se rendent compte que ce changement va commencer déjà avec elles. Donc, je dis souvent qu'on peut parler de changement au niveau sociétal et on a besoin de changement au niveau sociétal, mais qu'en fait, on a aussi un besoin d'un changement intérieur au niveau personnel. Et j'accompagne souvent les femmes sur cet aspect personnel. Parce que je pense que Mappy peut-être pourra en parler aussi de tout ce qui est au niveau sociétal, des changements que l'on peut faire pour faciliter la vie des femmes et des mères. Et je n'en disconviens pas. Mais souvent, à force de pointer le doigt à l'extérieur, on se dit, ah oui, il y a ça qui ne va pas, j'aimerais que ça change, cette personne change, etc. Et puis on oublie qu'il y a quelque chose qui est très difficile à faire, c'est et moi dans l'histoire, comment je peux changer? Donc oui, la société doit changer, mais moi avant tout, comment est-ce que moi je peux changer pour ne serait-ce qu'améliorer mon quotidien déjà, à mon niveau? Je n'ai peut-être pas le pouvoir de changer la société. Si je ne suis pas en politique, voilà, il y a des choses qu'on peut faire au niveau associatif, mais si je ne suis dans aucune association, voilà, ou pas au niveau politique, qu'est-ce que je peux faire pour changer ma vie, moi, en tant que femme? Et qu'est-ce que je dois regarder en face? Qu'est-ce que je dois comprendre sur mes comportements? Comment est-ce que je contribue à cette situation qui me fait souffrir? Donc souvent, c'est des femmes qui ont un sentiment profond d'impuissance quand on le regarde, c'est-à-dire qu'elles sont coincées entre leurs besoins de contrôle et leurs besoins d'équilibre et de lâcher prise, entre guillemets. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui ont tellement pris l'habitude de tout gérer qu'elles se retrouvent coincées par leurs besoins de contrôle ou leur habitude de contrôle. Et parce qu'elles se sont définies aussi comme ça. Quand vous avez pris l'habitude pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans d'être la personne ressource, la personne sur qui on compte, c'est très difficile, ça devient une définition de qui vous êtes. Et à partir du moment où vous l'intégrez comme une définition de qui vous êtes, ça devient très difficile après de changer et de se remettre en question. Ça devient un fonctionnement quasi automatique. Et donc, quand elles viennent me voir, on apprend à déconstruire ça, on apprend à comprendre qu'est-ce que j'ai gagné à être autant dans le contrôle. J'ai gagné une forme de valorisation. J'ai gagné une forme de... Oui, c'est ça, une forme de valorisation parce que je suis celle qui est là pour les autres. C'est comme ça qu'on m'a élevée, c'est comme ça que ça me fait du bien, etc. J'ai gagné cette forme de valorisation et ça me donne... J'ai un sentiment d'utilité et donc ça donne quelque part du sens à ma vie. Après, elles se retrouvent enfermées dans ces définitions et dans ces rôles qu'elles ont pris. Je travaillais avec une femme et elle avait besoin de prendre un week-end pour elle. Et pourtant, c'est une femme qui avait déjà des enfants elle avait une fille qui avait déjà 19 ou 20 ans, donc quand même pas une enfant en bas âge. Il a fallu faire tout un travail pour qu'elle se prenne un week-end, qu'elle ose se prendre un week-end pour se reposer, qu'elle ose. Et on a travaillé sur son sentiment de culpabilité. Elle avait l'impression que sa maison allait s'effondrer, comment est-ce qu'ils vont se débrouiller sans moi? Un homme et une gamine de 19 ans quand même, hein, soyons clairs. Hein, ce n'est pas un bébé de 2 mois, on ne parle pas d'un enfant en bas âge. Et donc, il a fallu travailler sur sa culpabilité, voir ce à quoi elle s'accrochait, ses peurs, etc., pour qu'elle comprenne que, oui, elle peut partir. Et elle est partie, effectivement. Elle a pris son week-end, on y a travaillé, elle a pris son week-end. Et donc, quand je l'ai revue après, je lui ai dit, alors, c'était comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, rien n'a bougé dans la maison, hein, ils se sont débrouillés, ça a été, quoi. Bon, voilà. En tout cas, c'est des problématiques parce que, vous voyez, c'est beaucoup c'est des fictions qu'on a dans notre tête. Il y a des choses qui sont réelles et quand on vient travailler avec moi, c'est qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce que j'ai créé et qu'est-ce qui est fictif, qu'est-ce que je dois lâcher.
Parce qu'il y a des choses on a des responsabilités que l'on doit prendre et on ne peut pas y couper. Mais il y a des responsabilités et des problèmes que l'on se crée par son mode de fonctionnement, par son besoin de contrôle et par son manque d'estime de soi notamment. Donc il y a tout un travail à faire sur ça pour comprendre avec bienveillance toujours, avec bienveillance, que peut-être ça a servi un temps, peut-être que ça a servi quand les enfants étaient plus petits, peut-être, et que maintenant ça ne me sert plus, comment je peux évoluer. Et pour moi, c'est ça la femme potomitan, c'est une femme qui est ressource et pilier, comme le nom l'indique, est ressource et pilier, et se retrouve au bout d'un moment enfermée dans ce rôle. Et les enfants grandissent et souvent elles restent enfermées dans ce rôle. Parce que c'est un conditionnement, parce que ça fait 20 ans qu'elles fonctionnent comme ça. Et elles sont épuisées physiquement et psychiquement, en général, quand elles viennent me voir, elles sont un peu à bout, elles se disent là, j'en peux plus, il faut que je trouve des solutions. Et c'est un peu ça mon expérience. Tania, tu es en contact donc avec plusieurs femmes, avec des parcours de vie. Quel est le lien qu'il y a avec ça et les femmes potomitan? Alors, il y a plusieurs choses. Peggy a dit plein de choses intéressantes. Au-delà de ce qu'on se crée, ce que ces femmes-là, je veux dire on parce que j'estime en faire partie, ce qu'on se crée, ce qu'on se met comme responsabilité, il y a aussi toute une partie qu'on a héritée de notre histoire aussi. Ça, on ne peut pas y couper, c'est-à-dire que... Vous n'entendez pas? C'est-à-dire qu'on a des siècles et des siècles des lignées de femmes qui ont été élevées comme ça, qui ont évolué comme ça, qui ont transmis ça à leurs fils et à leurs filles. Et je vais dire à leurs fils aussi parce que, oui, c'est la femme qui est dans la position de potomitan, mais l'homme en face aussi, des fois, par son comportement dans les interactions, dans les relations, induit ça aussi. C'est-à-dire qu'il est tellement... nous, on est dans le contrôle, mais eux, ils sont aussi dans l'attente de cette femme solide-là en face. Et ça, c'est aussi des années d'héritage qui vont prendre des années aussi à se déconstruire. Aujourd'hui, les choses évoluent, c'est vrai, mais ça prend du temps parce qu'on ne fait pas fi d'autant d'années d'un héritage aussi lourd. En peu de temps, maintenant, il y a des moyens, il y a des ressources, il y a des coachs de vie, il y a plein de choses qui existent et qui permettent d'avancer sur ce travail-là. Mais nous sommes français, donc c'est plutôt le patriarcat, mais nous sommes dans une société ici aux Antilles qui est plutôt matriarcale pour le coup, où ce sont les femmes qui gèrent le foyer, qui au final de compte prennent les décisions, même si les hommes pensent les prendre, mais en vrai, ce sont les femmes qui prennent les décisions et qui leur soufflent ça. Donc nous, on a aussi des mamans qui des fois, parce qu'elles n'avaient pas le choix, n'ont pas pu laisser la place au papa, n'ont pas su comment leur laisser la place pour des problèmes de contrôle, mais aussi d'hommes qui étaient peut-être un peu déficients dans leur rôle de père. Et du coup, elles transmettent ça à leurs filles de génération en génération. Aujourd'hui, je crois que ma génération, nous les trentenaires, quarantenaires, on a envie de casser ce cercle vicieux, de rentrer dans un cercle plus vertueux. On a des hommes en face aussi qui commencent à prendre conscience, à force d'en entendre parler, commencent à prendre conscience des choses. Il y a un travail qui se fait des deux côtés. Et ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que le travail de la femme, le travail sur soi en interne, etc., c'est très, très important. Mais en face, il faut aussi que la mentalité évolue pour pouvoir travailler ensemble à déconstruire. Tu demandais si c'est un schéma qu'il faut déconstruire. Je pense que oui. Tu parlais aussi, Peggy, toi, de la femme qui s'enferme des fois dans ce rôle-là parce qu'elle estime que l'enfant petit en avait besoin. Aujourd'hui, il a 20 ans, il n'en a plus besoin. Mais est-ce que l'enfant petit a vraiment besoin aussi d'une maman aussi potomitan que ça? J'en suis même pas sûre. Moi, je suis maman de 2 enfants, plutôt jeunes. Le papa a trouvé sa place très vite. Tout petit, je n'ai pas senti ce besoin de tout gérer, de tout contrôler sous prétexte qu'ils étaient petits. Enfin, moi, je ne vois pas pourquoi. Pourquoi faudrait attendre qu'il ait 15 ans, 18 ans, 20 ans, 32 ans pour ne plus être la personne ressource dans le foyer? Après, bon, moi, c'est ma vision. Mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'on se dise il faut attendre que si, que ça, parce qu'il y a toujours moyen d'attendre quelque chose, en fait. Si on attend...
le bon moment, on le crée. Le bon moment, il ne vient pas du ciel. C'est-à-dire que si on décide que c'est aujourd'hui le bon moment pour ne plus être dans ce schéma-là, c'est aujourd'hui. Que l'enfant ait 1 semaine ou 20 ans, pour moi, ça ne fait pas une grande différence, en vrai. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Tania. Alors, je sais que Mappy, tu as un avis très tranché sur la question. On a eu l'occasion déjà d'en discuter. En fait, je rejoins ton point de vue parce que ça trait à l'origine même de l'idée de potomitan. Alors, est-ce que tu veux partager avec nous ton sentiment sur cette question? Je vais ouvrir avec une parole. Ils ont dit que si je suis femme, je dois être potomitan. Poteau debout tout le temps, celui du milieu, du mi-temps, celui dont tout le reste dépend, celui qui tient le toit pour abriter les enfants. Poteau mi-temps, droite du bout. Poteau bien droit, qui doit tout le temps rester tout droit. Sans quoi, la construction est trop fragile face aux cyclones et séismes de mon île. Poteau mi-temps, celui sur lequel tout le reste s'appuie, mais aussi celui qu'on oublie puisque sa présence est une évidence. Poteau mi-temps, tout le temps, pas à mi-temps. C'est ça yo dit. C'est ça yo dit. Mais ce n'est pas ce qu'on dit forcément. Voilà. Moi, j'ai envie de dire, c'est ce qu'ils ont dit. Et je crois que pour moi, le terme de potomitan est un terme utilisé pour nous leurrer, pour soi-disant valoriser une femme forte. Mais c'est potomitan qui côté, en Kaila. C'est potomitan pour s'occuper de la maison. Donc cela veut dire qu'on enferme la femme à un rôle. Parce qu'on entend rarement femme potomitan si on parle de Lumina Sophie. Hein. On entend rarement potomitan quand on parle de solitude. On entend rarement potomitan quand on parle de Rosa Parks. On va parler des héroïnes à ce moment-là. Mais potomitan, en général, on l'associe au foyer. Donc déjà, ça veut dire qu'on considère que la femme doit faire des enfants. Bon, moi j'ai un enfant, mais ça ne veut pas dire qu'une femme s'accomplit parce qu'elle a fait un enfant. Une femme peut faire le choix de ne pas avoir d'enfant. Voilà. Donc, est-ce que tu es bien? Est-ce que tu es bien? Bon. Et donc, pour moi, c'est vraiment, vraiment un terme. Moi, je suis totalement opposée à ce terme de potomitan. Pour moi, c'est quelque chose qu'il faut détruire complètement. Il faut qu'on valorise des parcours de femmes qui peuvent servir de modèle à nos petites filles pour leur montrer qu'effectivement, dans ce système patriarcal, la femme peut prendre sa place et la femme a déjà construit et peut continuer à construire l'histoire. Mais la Martinique est matriarcale à la maison, pas dans la société. Voilà, c'est ça. Et puis j'ai envie de dire, même certaines sociétés du continent africain qu'on étudie et qu'on dit matriarcales, la question se pose de est-ce qu'elles ont vraiment fait ce choix, les femmes? Est-ce qu'on ne leur a pas mis encore une responsabilité sur les épaules sans leur demander leur avis? Ok, c'est vous qui décidez pour le village, c'est vous qui ceci, c'est vous qui cela. Et finalement, qui a décidé? C'est un soi-disant système matriarcal, mais qui a décidé que c'était les femmes qui allaient faire tout ça? C'est souvent des hommes derrière. Donc, on est mondialement, d'une manière, à part quelques petites exceptions, on est dans un truc patriarcal. Et le terme femme potomitan sert ce système-là. Il y a plein de choses à dire. Tu disais quelque chose de très intéressant. Quand l'enfant est petit, a-t-il besoin de ça? Moi, quand mon fils avait 4 mois, j'étais invitée à un festival à la Guyane. J'ai déposé chez papy et mamie. Hein. Et puis, je suis partie 15 jours en Guyane, puisque le papa vit à Lyon. Ben, j'aurais pu me dire, je suis maman, mon fils a 4 mois, il faut que je m'occupe de lui. J'ai dit, papa, maman, bon, ben voilà. Hein. Et il va bien, il est au fond là, il est en train de lire. Pareil, j'aurais pu refuser de venir ce soir, parce que normalement, je couche mon enfant au plus tard à 20h. Mais il a une maman artiste, voilà. Et je refuse d'être potomitan, j'ai mes forces, mes faiblesses. Et puis, c'est la société qui a dit qu'on doit être parfait. Et puis, parfait par rapport à qui a décidé que c'est comme ci ou comme ça. Voilà. Donc, voilà mon avis, en gros, mon premier avis sur le sujet. Alors, justement, l'idée, c'est qu'on puisse ensemble converser autour de cette question. Hein. Donc, n'hésitez pas, si vous avez
des avis, puisque j'ai vu déjà des mains se lever, des réactions, des mouvements. J'allais dire. Oui, je crois qu'il ne faut plus utiliser ce terme, potomitan. D'ailleurs, il n'a aucun sens parce qu'un potomitan, moi, je n'en vois pas là. Je vois un là. En fait, ça n'a pas de sens. Il faut 4 poteaux pour tenir un toit, un poteau au milieu. Oui, si c'est un parapluie. Mais sinon, pour une maison, un potomitan... Mais même le parapluie, si tu le poses, il tombe. Voilà. Donc, c'est un terme qui effectivement est beau, a été beau pour dire, pour donner de la valeur et tout. Mais moi, j'ai quand même un âge certain. Et je ne me suis jamais sentie potomitan. Pourtant, j'ai, comment dire, j'ai des responsabilités, je les ai prises, mais quand il faut s'effondrer, s'asseoir pour se reposer, ben, on s'assoit, on se repose, et puis le toit tient quand même. Voilà. Donc, je crois que c'est un terme qu'il ne faut plus utiliser, il faut dire autre chose, mais pas potomitan, non. C'est un terme que je n'ai jamais utilisé d'ailleurs, que je n'aime pas du tout. Donc, voilà ce que j'avais à Merci dire. beaucoup. Y a-t-il d'autres... Et sans aller jusqu'à attendre de s'effondrer ou de devoir tomber, pour autant, on peut être dans l'équilibre. C'est-à-dire qu'une femme n'a pas besoin... C'est pas parce qu'elle n'est pas effondrée ou fatiguée ou épuisée, même en étant debout, elle n'est pas obligée d'être seule en mi-temps. Donc, sans aller jusqu'à l'épuisement. Il y a moyen de s'arrêter avant ça. Hein, et ça, c'est important aussi d'avoir un équilibre. Tu parlais des grands-parents, d'avoir un équilibre. Moi, j'ai parlé du papa de mes enfants, mais c'est un équilibre global avec tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être une personne et porter autant de poids pour tout le monde. C'est pas humain, en fait. S'il vous plaît. Je vous ai entendu parler de potomitan et de matrifocalité. Pour moi, ce n'est pas synonyme. Parce que la matrifocalité, c'est un système de survie, que ce soit, qu'il soit économique ou affectif, c'est un système de survie, et qu'en fait, le potomitan, c'est la version complètement sacrificielle et extrême du système matrifocal, parce qu'on dit que notre société est assez patriarcale, mais non, elle est complètement, notre société martiniquaise est complètement matrifocale. Enfin, voilà, c'est-à-dire que tout tourne autour de la femme et des femmes. À la maison, À la maison, dans les foyers. dans le milieu Moi, quand professionnel. je vais au boulot, je ne vois pas ça. Hein. Alors, le milieu la alors, ça dépend ce qu'on met dans ça dépend comment on définit la matrifo. Là, on parle de ce dont vous parlez. Pour moi, ça c'est autre chose, c'est-à-dire c'est la place de la femme dans la société, le pouvoir. Là, on parle du pouvoir dans la société en termes de représentation. La matrifocalité, c'est un système. Pour moi, c'est un système de fonctionnement familial. Donc, on est forcément dans un foyer. C'est-à-dire, on se demande où est la présence de l'homme, où est la présence de la femme, des femmes, de la mère. Voilà. Pour moi, c'est pour ça que la notion de potomitan, au sens, quand vous parliez, j'étais d'accord, je trouve que c'est très joli ce que vous avez dit sur la notion de le potomitan. Ben non, en fait. Non, c'est pas possible, parce que ça a vraiment un côté figé. Mais la matrifocalité, c'est quelque chose aussi auquel il faudrait un peu s'attaquer. C'est assez violent comme mot, mais en tout cas, c'est un système qui existe, puisque voilà, qui est principalement économique, mais c'est aussi quelque chose auquel il faut remédier. Et là, on touche effectivement à la place de la femme dans la société. Mais pour moi, quand on parle de potomitan ou de matrifocalité, il y a déjà la notion de famille. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui touche au fonctionnement familial. Par qui sont gérés les enfants, par qui sont élevés les enfants, comment on subvient à leurs besoins, comment on les éduque. Pour moi, on est de toute façon dans la famille. C'était juste ce que je... Merci. Pardon, je vous donne à vous. Très bien. Alors, c'est vrai que lorsqu'on parle de potomitan, on est automatiquement amené à regarder, en fait, on va dire l'origine, finalement, d'où ça vient. Alors, lorsqu'on fait quelques petites recherches, en fait, sur cette notion de potomitan,
c'est une structuration coloniale. Ça sous-entend qu'on a souhaité à un moment donné que, et ça remonte loin, hein, parce que ça remonte, d'ailleurs, de toute façon, Glissant en parle un peu dans son livre, sur l'idée que les sociétés esclavagistes mettaient la femme au centre. C'était elle, c'était la maternité qui donnait des esclaves supplémentaires. Donc la place de l'homme a été naturellement écartée, puisqu'on n'avait pas, on va dire, on avait besoin de lui comme géniteur, mais une fois qu'il a fait son travail, on avait surtout besoin que la mère reste là. On va dire, je prends l'expression, je mesure mes propos pour élever le troupeau. Donc on a mis de cette façon-là la femme dans un domaine qui devenait très délicat. Et en fait, ces sociétés esclavagistes et post-esclavagistes ont créé quelque chose qui a entraîné une société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, avec cette notion de potomitan, etc. Donc comment, maintenant, de façon pratique, allons-nous déconstruire cela? Est-ce que vous avez des pistes de réflexion? Comment déconstruire cette image et comment réintégrer finalement l'homme dans l'organisation familiale? Parce que durant cette construction qui a, on va dire, coloniale, ben, l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Étant donné que le code noir ne lui donnait pas la place qui lui convenait, il pouvait donc... Foucault, à tout moment. À tout moment? Oui. Parce que c'était organisé comme ça. Alors, c'est pour cette raison, dans l'histoire, on a beaucoup plus de, on va dire, d'hommes marrons que de femmes marronnes, parce que finalement, elles devaient rester là, elles n'allaient pas partir et laisser ses enfants. Donc, on était dans une situation compliquée. Donc, on comprend que cette affaire-là est un héritage colonial. Ouais. Et le rappeler nous amène à se dire, mais qu'est-ce qu'on fait de cette question-là aujourd'hui? Comment ramener nos jeunes enfants, nos jeunes garçons à la maison pour qu'ils reprennent leur place? Comment redonner à nos jeunes filles la place également qui doit leur convenir, de façon qu'elles puissent finalement grandir, etc. Je vous laisse la parole. Comment vous voyez cela? Comment on peut évoluer vers ça? Moi, alors déjà, j'ai entendu une question. Le marron, c'est celui qui partait... Le marron, pendant la période esclavagiste, c'était l'esclave qui s'échappait, en fait. Et qui partait, on disait, en marronnage. Parce que, voilà. Voilà, exactement. Et avec plaisir. Il ne faut pas hésiter. Si en plus, moi, j'ai tendance à parfois mettre du créole dans mes propos français, s'il y a un truc qui n'est pas compris, il ne faut pas hésiter non plus. Moi, là, spontanément, tu sais, je te dirais que pour déconstruire, déjà, il y a l'exemple qu'on donne. Voilà. Tu parles de ramener nos fils. Ben, les fils, ils ont des mères et des pères. Donc déjà, nous, mamans, qu'est-ce qu'on inculque à nos fils? Et puis, quand c'est un couple, quel exemple le couple donne à ses enfants? Voilà. Et puis, je crois que oui, la clé, elle est là pour moi. Elle est dans l'éducation. Et j'ai envie de dire que si les choses perdurent, c'est parce qu'on les accepte, en quelque part. Même s'il est vrai qu'il y a des choses dans le système qui nous mettent en difficulté. Par exemple, moi, je suis cadre supérieur dans une entreprise, il n'y a rien d'organisé quand je dois rester avec mon directeur jusqu'à 19h. Il n'y a rien d'organisé, je suis mère célibataire. Heureusement que mes parents sont encore en vie, tu vois, et que je peux dire, va chercher à l'école. Il n'y a rien dans ce système qui prévoit ça, sauf si j'ai les sous pour payer une nounou à tout va, tu vois. Donc, il y a des petites choses du quotidien qui finalement ont beaucoup d'importance et qui peuvent être faites. Mais nous avons un travail à faire dans les écoles, dans les lycées, dès le plus bas âge, parce que si nos jeunes filles grandissent en se disant, ce slogan que j'aime beaucoup de cette association dans laquelle je milite, « Je suis la femme de ma vie »,
Je l'ai même tatoué là. Elles étaient surprises, c'est tatoué là. Je suis la femme de ma vie. Si elles grandissent avec ça et qu'elles comprennent que l'accomplissement d'une femme, ce n'est pas le couple et l'enfant, qu'il faut commencer par s'éduquer, qu'il faut commencer par penser à son bien-être physique et mental, qu'il faut commencer par s'accomplir en tant que femme de sa vie pour demain être à la rencontre de quelqu'un ou pas. Et ne pas être dans une dépendance. Parce qu'on dit femme potomitan, mais souvent, finalement, elles sont dans une dépendance soit affective, soit financière, une dépendance quelconque, en fait, dans leur foyer. Qui fait que, quand ça ne va pas, elles restent. Et puis, elles continuent à tenir tout jusqu'à à s'épuiser. Moi, je crois que le travail, il est dans cette éducation de faire les jeunes filles regarder l'avenir autrement. Et tout ce qu'elles doivent accomplir en elles-mêmes avant de se projeter dans une relation de couple. Donc, pour moi, c'est l'une des réponses. Très bien. Peggy, qu'en penses-tu? Alors, je dirais que il y a plusieurs aspects, mais déjà, je pense qu'il y a un besoin de sensibiliser les femmes à leur ouvrir les yeux sur les, on va dire, pas des déviances, mais le fait qu'elles puissent glisser vers des choses qui vont les enfermer. Je travaillais par exemple ce matin avec une femme qui, elle m'a dit oui, donc elle a une enfant, une petite fille de 3 ans, et elle m'a dit oui, on était super fusionnels au début, et en fait, elle était très fusionnelle avec sa fille au départ, et elle n'a pas laissé de place au père. Alors, en général, donc, si le père, lui, il a une envie d'être encore présent, ils auraient eu cette discussion. Malheureusement ou heureusement, en tout cas malheureusement pour elle, elle a un père qui était plus attentiste. Elle a un mari qui est plus attentiste, donc il s'est mis en retrait. Et il lui a laissé le champ libre, entre guillemets. Donc, ils ont installé un fonctionnement où c'est elle qui, principalement avec sa fille, qui fait tout. Mais maintenant que sa fille a 3 ans, presque 4 ans, elle voudrait que le père revienne et prenne plus de responsabilités. Mais donc, il faut aussi que les femmes comprennent que dans ce schéma, elles ont leur part de responsabilité et que c'est à elles aussi de changer leur comportement. Donc, son compagnon doit changer aussi, puisque le compagnon, il a fait « Ouh, très bien, je te laisse faire, moi ça me va ». Donc, lui, il n'a pas pris non plus ses responsabilités, peut-être parce que, bon, je ne connais pas son histoire, je n'ai pas travaillé avec lui, mais en tout cas, elle a gardé, elle était dans son petit cocon avec sa fille, etc., etc. Et puis maintenant, l'enfant a grandi et elle voudrait que le père s'occupe un petit peu plus. Et il a pris l'habitude de se dédouaner, entre guillemets. Mais c'est elle qui a contribué, je ne dis pas que c'est elle qui a tout fait, c'est elle qui a contribué à installer ça. Et donc, si on veut que les choses changent, les deux côtés doivent changer. Donc, nous, en tant que femmes, on doit réaliser là où on a des améliorations à faire et les hommes aussi. Donc, comme je travaille avec des femmes, donc je vous parle du côté féminin, mais il y a du travail à faire du côté des hommes aussi. Et c'est ça, c'est comprendre que leur parler de revoir aussi tout simplement ce qu'est repenser la notion de famille, la notion de couple et de communication dans le couple. Parce que c'est vrai que c'est naturel, c'est facile de se laisser glisser dans ce genre de comportement, surtout si on est un type de femme avec un besoin de contrôle, on a cette relation fusionnelle avec son enfant, etc., ce que l'on comprend. Mais il y a un besoin de sensibilisation par rapport est-ce que c'est vraiment le type est-ce que tu te projettes comme ça dans les 10 prochaines années? Est-ce que c'est le type de famille? Il faut y réfléchir, donc il faut voir plus loin que maintenant ça fonctionne. Et comment est-ce que tu veux que ton couple soit dans 3 ans, 5 ans? Est-ce que c'est des discussions à avoir avec son partenaire? Comment est-ce qu'on va élever notre enfant? Quelle image moi je veux? Puisque je lui disais justement, est-ce que c'est le genre de modèle paternel que tu veux pour ta fille? Et lui-même aussi doit s'interroger sur quel genre de modèle paternel je veux être pour ma fille. J'aime bien ce type de role model. Les Anglais disent role model. What is your... Et pour moi, c'est ça. Donc, il y a une réflexion à mener sur qui l'on est, quelles sont, moi, mes attentes, mes désirs, qu'est-ce que je veux et quel type d'éducation aussi je veux pour mon enfant et quel modèle je veux mettre en face. Et en fait, on a commencé à discuter et donc on a ouvert des pistes et elle va devoir effectivement se poser, avoir des conversations sérieuses avec son partenaire pour remettre les choses, parce que c'est facile pour certains hommes qui ont l'habitude de fonctionner comme ça et qui vont se dédouaner facilement parce qu'ils ont la personnalité où bon, c'est bon, moi je fais ma petite vie, je laisse la femme gérer, peut-être parce que c'est ce qu'ils ont connu, eux, dans leur foyer, donc ça leur paraît naturel.
Donc il y a des choses à déconstruire, il y a des conversations sérieuses à avoir et pour voir qu'est-ce qu'on veut, quoi, qu'est-ce qu'on veut créer. Est-ce que c'est un modèle qui est viable sur le long terme? Est-ce qu'il y a un modèle dans lequel je suis heureuse? Et est-ce que c'est un modèle dans lequel ma fille sera heureuse? Parce que je vais être dans ça, en fait. Donc il y a vraiment des conversations pour moi de sensibilisation importantes à avoir, la femme avec elle-même déjà et avec son partenaire, en fait, quand il y en a un, quoi. Et vous, public, qu'en pensez-vous? Je pense que peut-être aussi il faut pouvoir déconstruire certains schémas chez l'homme, parce qu'il y avait aussi ces schémas de mâle reproducteur. Et que, alors du coup, c'est peut-être pour ça qu'ils ont certains comportements. Après, pour moi, la femme, ça reste toujours un pilier central de la famille, puisque dès que j'ai un souci, allô maman, même mon grand frère il n'est pas très proche de la famille, dès qu'il y a un problème, il appelle sa maman. Donc je pense que ce sont des schémas déconstruits peut-être au niveau des hommes, parce qu'il faut pouvoir montrer l'exemple pour qu'après les femmes aussi puissent retrouver leur place. Merci beaucoup. Voilà. S'il vous plaît. Pendant que le micro passe, je dirais que ça passe vraiment par les modèles et les exemples, parce que nous, on est 4 enfants et quand on a un problème, on dit « Allô papa ». C'est peut-être pour ça que je suis pétrie de toutes ces idées aujourd'hui. Bon, il y a des trucs quand même. Je vois très rarement mon père faire à manger à la maison. Mais ma mère ne sait pas coudre et mon père fait de la couture. Et quand on a un problème, on dit « Allô papa ». C'est lui qui nous donne des conseils. Donc voilà, nous, on a reçu un autre schéma finalement à la maison. Ouais, ouais, c'est ça. Bonsoir à tous et à Bonsoir. toutes. Je me présente, je suis déléguée territoriale à l'égalité femmes-hommes à la CTM et Madame Dirigeant, et je rebondis sur l'intervention de monsieur parce qu'aujourd'hui, je travaille quand même avec un certain nombre de chiffres. 42% de foyers monoparentaux, 38% dirigés par des femmes, il n'y a pas photo. On a un certain nombre de postures, je lâche mes coques, rentrez vos poules, etc., etc. Il faut qu'on arrive à changer. Je suis tout à fait d'accord avec votre position. Moi, je dis souvent, potomitan, décédé avant temps, médaillé, pas ni temps médaillé parce qu'il y a jamais, quoi. Et par contre, c'est hier que je discutais avec des amis sur justement cette fameuse femme potomitan, et on m'a fait la réflexion suivante qui m'a un petit peu bouleversée. Ah ouais, vous les féministes, je suis secrétaire au bureau de l'Union des femmes aussi, accessoirement. Et on m'a fait la réflexion suivante, c'est-à-dire que ouais, mais vous prenez la victimologie, il y a des femmes bien debout, qu'elles savent se défendre. Et c'est vrai que, bon, les avis sont un petit peu partagés, mais bon, je comprends qu'il y a quand même beaucoup de profitation sociétale quand même. Voilà. Merci. Excellent, merci beaucoup. S'il te plaît, Tania. Alors, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que mes deux consoeurs ont dit. Alors, je suis très... je vais rejoindre beaucoup ma piste, c'est-à-dire que moi, je suis très par l'exemple. Par l'exemple, je suis à la base infirmière en pédiatrie, donc pour moi, tout va passer par les enfants, par l'éducation, par les valeurs qu'on va leur transmettre. Et j'ai la chance aujourd'hui de commencer à parler de mon livre dans les écoles. Je suis passée dans 2 classes en lycée, et le hasard a fait que la première classe où j'ai eu à intervenir était à 95%, c'était des garçons que j'avais en face de moi, des jeunes garçons. Et j'ai été surprise en fait, parce qu'au départ, quand je suis arrivée, leur professeur m'a dit bon, je vous préviens, ils bougent beaucoup, je ne suis pas sûre qu'ils écoutent beaucoup ce que vous avez à dire, en plus vous allez parler de femmes. Et en fait, ils ont été super réceptifs, ils ont été super attentifs, ils ont émis des avis très intéressants, des jeunes garçons de 17 ans. Et oui, ça passe par l'exemple, mais ils voient aussi, aujourd'hui, ils ont conscience, ils voient que leur maman souffre. Ils voient que ce n'est pas une place facile. On parlait de foyers monoparentaux. Les jeunes garçons qui sont seuls avec leur maman voient bien que ce n'est pas facile. Ils ne sont pas aveugles, ils ne sont pas dupes. Mais non. Et aujourd'hui, on est dans une société où, heureusement,
on a accès à l'information de manière globale, on a accès à tout ce qui se passe dans le monde. Les esprits s'ouvrent aussi, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que, comme je disais, on cumule des siècles et des années, des dizaines d'années de transmission de ça. Mais c'est-à-dire qu'il y avait aussi que les gens ne partaient pas. C'est-à-dire qu'on avait notre modèle ici, c'était comme ça, ma maman faisait comme ça, donc j'ai fait comme ça, donc ma fille fait comme ça, parce que peu de gens voyageaient. Enfin, il y en a qui voyageaient, mais il y a une grande partie aussi on était fermés sur ce qui se fait chez nous. C'est comme ça a toujours été comme ça. Ça fonctionne plus ou moins, mais ben, ça fonctionne quand même, donc on continue comme ça. Aujourd'hui, on a quand même accès à l'information, on a Internet, on a toutes sortes de podcasts sur toutes sortes de choses. Donc les esprits s'éveillent aussi, les mentalités évoluent. Et moi, je trouve que les jeunes disent des choses très, très sensées et qui se rendent compte qu'il y a un déséquilibre énorme et que ça ne pourra pas continuer dans le temps. Ça ne pourra pas continuer parce qu'on s'épuise et que ça ne fonctionnera plus, ce modèle-là, ce schéma-là. Donc ouais, je suis vraiment... comme j'ai dit, je suis maman, j'ai un garçon et une fille. Donc c'est ça, c'est élever nos garçons et nos filles à ce que les choses bougent. Mais moi, je suis optimiste parce que je vois le travail que font les associations sur le terrain, l'IUFM, Culture Égalité. Et aujourd'hui, il y a même des mouvements portés par des hommes, comme Papa Génitait. Et voilà, exactement. Donc, moi, j'ai beaucoup d'espoir sur demain. Et je pense que ce qu'on va oublier, ce mot-là. Oui, voilà. Mais oui, notre jeunesse, moi, mon fils, il est au catéchisme et il est contre le gloire à Dieu. Parce qu'on dit paix aux hommes qu'il aime. Il me dit, et les femmes alors? Il a 7 ans. Je dis, ok, si à 7 ans tu fais ça, ok, demain tu vas changer la société. S'il vous plaît. Alors, vous vous êtes présenté, moi je dirais juste quelque chose. On parle des possibilités qui sont offertes. Moi, j'ai passé un diplôme de médiatrice et je me suis intéressée à la médiation par les pairs et j'ai fait mon mémoire sur les valeurs. Pourquoi la médiation par les pairs? La médiation par les pairs, c'est les enfants qui règlent les petits litiges dans les établissements scolaires. Moi, ce qui m'a intéressée, c'est le collège. Et j'ai fait mon mémoire sur notre société martiniquaise, sur la matrifocalité et sur les incidences des valeurs de la matrifocalité sur nos jeunes et sur le fait que la médiation par les pairs et les valeurs qui sont transmises permettent aux jeunes, quelque part, de ramener dans leur foyer des valeurs égalitaires. Parce qu'en réalité, ce dont vous parliez tout à l'heure, le mot matrifocalité a été inventé par Raymond Smith en 1956 qui parlait des systèmes coloniaux et post-coloniaux qui existent aux États-Unis, en Amérique latine, enfin partout où il y a eu des champs de coton ou des champs de canne. C'est un système qui a été mis en place et qui a perduré parce qu'à l'abolition de l'esclavage, on a aboli l'esclavage, mais on n'a pas indemnisé les esclaves. Donc ils ont mis en place, la matrifocalité a d'abord été économique avant d'être sociétale, parce qu'elle est économique, parce que on se met ensemble, où on demande à un homme d'aider jusqu'à ce que les enfants grandissent, après on lui demande de disparaître, ou la matrifocalité existe aussi dans tous les milieux sociaux en Martinique, parce que ce sont les femmes, la mère, la grand-mère, la tante, la cousine, qui s'occupent de tous les enfants. Donc elle peut être à la fois affective, sociétale ou économique. Mais ce qu'elle a véhiculé de violent, ce sont des valeurs de respect. Donc pour les garçons, vous parliez du coq, c'est vraiment le coq. L'apparence, le respect, c'est dans l'attitude. Et on est un homme quand on ne montre pas ses faiblesses. D'où l'homophobie sur nos territoires, d'où le fait qu'un homme ne pleure pas, d'où le fait qu'on fait preuve d'une certaine violence rapidement parce qu'on ne sait pas gérer ses émotions. Et chez les filles, malheureusement, dans notre société, c'est finalement une certaine soumission. Et c'est pute ou mère. Donc, beaucoup de jeunes filles, pour gagner en respectabilité, sont mères très jeunes. Donc, on a vraiment une déconstruction sur des mots qu'on emploie qui sont les mêmes, la notion de respect, la notion de famille, mais c'est arriver à mettre les mêmes définitions derrière. Et c'est pour ça que moi, je suis vraiment à fond sur la médiation par les pairs,
dans les collèges, puisqu'il est démontré que c'est la période de la 6e à la 3e où quelque part la violence est la plus forte dans les établissements. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur le fait qu'il faut qu'on s'y mette tous en fait. Mais j'ai une question, j'ai pas bien compris la médiation par les pairs. Père par, c'est-à-dire... Ok, d'accord, je voulais être sûre. Ok. Ok, Excellent. Très bien. d'accord. Merci de cette contribution. On voit bien que on a donc un travail à faire en profondeur pour notre société, pour vraiment avancer vers le modèle de société que nous devons faire. Alors, on parle aussi, peut-être qu'il faudrait commencer à inventer autre chose en termes de termes. Est-ce qu'on peut dire, en fait, une famille, c'est 2 poteaux et pas un potomitan? Parce qu'en réalité, s'il y a un père et une mère, en fait, c'est les 2 qui portent finalement la famille. Alors, il peut arriver qu'il y ait des familles monoparentales sur les éléments qui ont été communiqués, mais quelle place va-t-on donner de plus en plus au père, qu'il soit présent ou pas, de façon à ce que les enfants se construisent? Qu'en pensez-vous? Alors, moi déjà, je serais d'avis qu'on n'impose aucun schéma. Voilà. Qu'on ne se dise pas qu'une famille, c'est ça ou ci ou ça. Et qu'on laisse la place ouverte à toutes sortes de diversités. Avec cette société qui évolue. D'ailleurs, aujourd'hui, on a même des familles homosexuelles, avec 2 femmes ou 2 hommes. On a de tout. Et moi, je serais d'avis qu'on accepte tout. Maintenant, du coup, j'aurais du mal à dire il faut donner plus de place au père. Oui, si le père est là, effectivement. Si le père est là, qu'il prenne sa place. Moi, quand le papa de mon fils me dit je le prends pendant 2 mois pendant les vacances à Lyon, je fais ouais, merveille. mais je crois qu'on peut aussi inventer d'autres systèmes. Je crois qu'on peut s'appuyer dans certains cas sur la sororité. Je crois qu'on peut, à d'autres moments, s'appuyer sur la famille élargie. Je crois que... Et que je crois que chaque situation est une situation différente et que finalement, on ne peut pas se dire il faut que ça soit comme ci ou comme ça. Pour moi, ce qu'il faut, c'est surtout qu'on soit à l'écoute de nous-mêmes. Voilà. Il faut qu'on soit à l'écoute de nous-mêmes et qu'on ne se dise pas il faut que je sois comme ci. Il faut que je ressente qu'est-ce que j'ai envie de faire. Déjà, est-ce que j'ai envie de construire une famille ou pas? Et une fois que, si je suis femme et que je fais un enfant, voilà, comment je sens les choses en moi, en me coupant de ce que la société m'a dit que je dois faire. Et puis, un couple se rencontre, qu'ils discutent entre eux, ce qu'ils auront choisi, c'est peut-être pas ce qu'un autre aura choisi. Tu vois, je donnais l'exemple de ma maman, un fil et une aiguille, pour elle, c'est la mort, quoi. et elle a écouté ce truc de femme, elle a rencontré un homme qui aime coudre, il a fait tous les ourlets de mes jupes pour aller au collège, etc. Donc, tout peut exister. Ouais. Oui, je crois qu'il faut peut-être aussi déconstruire cette histoire de la fille, le garçon. C'est-à-dire, il faut que le garçon sache faire à manger aussi. Il ne peut pas compter ni sur sa maman, ni sur sa sœur s'il a faim. Donc, il faut lui apprendre à faire à manger, comme on apprend à une fille aussi à faire à manger. Et le garçon, alors c'est vrai que la fille, elle va peut-être pas pouvoir porter la bouteille de gaz, mais c'est pas pour ça que... J'habite au 3e étage sans ascenseur. Alors oui, c'est vrai, mais il y a... Moi, je ne la porte pas, mais j'ai trouvé Oui, voilà, il y a des choses qu'il il faut mettre les 2 personnes à égalité. Moi, l'autre jour, j'écoutais mon fils. Alors moi, pour mon fils, je ne lui repasse pas ses t-shirts. Il fait, hein, et tout. Et il discutait avec son cousin qui lui disait ma maman repasse mes t-shirts, ma maman prépare. Alors mon fils qui dit ah bon, ta maman fait ça? Et ma maman non.
Alors, je lui ai dit, bon, c'est pas que je ne t'aime pas, mais il faut que tu saches repasser parce que je t'aime. C'est parce que je l'ai fait à un moment, mais maintenant, bon, j'ai lâché, je lui ai montré, c'est le faire. Voilà, donc, quand il aura une relation avec une femme, il ne va pas forcément compter sur elle pour passer un t-shirt quand même. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire, à enlever cette histoire de « bon, tu es une fille, bon, viens apprendre à faire ci, bon, pourquoi le garçon ne viendrait pas aussi apprendre à faire le gâteau ?» Voilà, donc c'est un petit peu comme ça qu'il faut fonctionner de façon à faire qu'un jour, quand deux personnes se marient, un homme et une femme se mettent ensemble, bon, ben, on est ensemble pour vivre ensemble, mais pas pour que tu fasses ça, et puis moi, je vais faire ça. Il ne faut pas séparer ce genre de choses. Il faut... Bon, on peut librement dire, bon, toi, tu vas jeter les ordures, parce que je n'aime pas faire ça, et des choses comme ça, mais dans une entente, et sans que ce soit quelque chose de défini, de déclaré, c'est toi qui fais ça, et c'est lui qui va faire ça, et c'est elle qui va faire ça. Il faut qu'il y ait une sorte d'entente dans le couple homme-femme. Bon, parce que j'imagine que quand c'est un couple homosexuel, donc, deux hommes, il y en a pas, enfin, je ne sais pas comment ça se passe, mais enfin, bon, il y a une séparation, il y a une entente il n'y a pas de séparation, il y a une entente dans les différentes tâches. Lui, il aime peut-être faire la cuisine, donc il va faire, et lui, il aime faire le ménage, il va faire, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Donc, c'est une question... Là, je pense que dans ce genre de couple, il y a plus une question d'égalité qu'une question de supériorité de l'un sur l'autre. Donc, dans le couple hétéro, il faudrait qu'on arrive à faire un petit peu ça aussi, une égalité, une entente, de manière qu'il n'y ait pas systématiquement la maison qui soit sur le dos de l'un, et puis voilà. Parce qu'il y a des femmes qui ont la maison, mais il y a les activités des enfants. Tout ça, c'est sur le dos des femmes. Le médecin, c'est sur le dos de la femme. L'école, c'est sur le dos de la femme. Et l'homme, voilà. Et l'homme, il est là. Peut-être qu'il a envie de faire, mais comme il n'est pas inclus dedans, il ne fait pas, quoi. Il ne sait pas faire. C'est vrai que j'avais vu une statistique, et il me semble que c'était sur Doctolib. Ils avaient dit que 80% des rendez-vous de pédiatre, de rendez-vous pour les enfants, étaient pris par des femmes. Et même les rendez-vous qui étaient pris pour un tiers, donc ça peut être les enfants ou même un autre membre de la famille, c'est par des femmes. Donc quand même, je pense que ça reflète bien quand même le fonctionnement de la société. Les hommes peuvent prendre des rendez-vous. Voilà, c'est là. Dans mon entreprise, il y a des couples. Et quand l'enfant est malade, c'est toujours la femme qui prend l'arrêt enfant malade. Mais moi, je vais vous dire pire que ça. Je reçois des personnes malades dans mon travail d'infirmière. Aujourd'hui, je reçois des gens, je ne suis plus à l'hôpital. Et quand je reçois des hommes, des hommes d'un certain âge ou que je les appelle pour avoir des renseignements sur leur santé, ils me disent, je vous passe ma femme. Ils ne savent pas me répondre sur leur état de santé. Ah, moi, je ne sais pas, je ne gère pas ça, je vous passe ma femme. Ou les femmes, non, mais je reçois des personnes pour les mettre en invalidité. Ces messieurs-là viennent avec leur... Je n'ai jamais vu une femme venir avec son mari pour que son mari me réponde. Jamais j'ai vu ça. Et souvent, j'ai le monsieur, c'est lui que je reçois, et je mène l'entretien avec sa femme. Parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas me dire quand est-ce qu'il a vu le médecin, il ne sait pas me dire est-ce qu'il a fait une radio. Ça ne l'intéresse pas, puisque sa femme gère. Il n'a pas besoin de savoir. 70%, 83%. Non, mais c'est quelque chose que je vis dans mon quotidien aujourd'hui. J'appelle. Non, mais il n'a pas besoin d'y penser parce qu'il sait que sa femme saura répondre. Donc, et ça, c'est souvent que mais vous pensez vraiment que c'est pour ça? Comment? Peut-être que le gars est totalement dénué d'intérêt pour ces trucs-là. Ah non, c'est ta santé. Non, c'est que... Je suis pas pris en main. Mais vous me demandez certaines choses, je vais vous dire franchement, ça n'a pas qu'à intéresser moi, pas connaître, pas savent. Et pourtant, je ne suis pas pris en main par une femme. C'est-à-dire que... Voilà, c'est manque d'intérêt de la personne pour aller chercher l'information. Lui, il ne sait même pas où sont les papiers, il ne sait pas. Mais demandez-moi où sont les miens.
Après, vous n'avez Non, peut-être mais pas de, vous comprenez. mais vous n'avez peut-être pas de maladie sérieuse, mais le jour où vous avez un problème sérieux, quand Ah, même, je vous peux allez vous pas dire, vous j'ai déjà intéresser. eu, j'ai déjà eu. Des problèmes sérieux et vous Et vous regardez savez pas. Mais non, ça qu'a dormi là. C'est pas- Non, c'est vrai, mon petit frère aussi, C'est là. important parce que les hommes, ils ne s'occupent Moi-même. De leur santé. pas de la prévention et puis pas. Attends, On voit qu'il y a tout un travail d'éducation, s'il vous plaît. oui, il y a trop de stéréotypes. J'avais deux choses d'un point de vue législatif. C'est-à-dire il y avait une intervention il n'y a pas longtemps de Ségolène Royal qui voulait mettre une mesure en place en préconisant que les femmes au foyer soient rémunérées, que les mères monoparentales, enfin ou pas foyer monoparental, qu'elles soient payées en fait pour le travail qu'elles exécutent. Et on a aussi Sandrine Rousseau qui s'est exprimée sur le sujet récemment, qui disait qu'une femme, elle effectue entre 8 à 10 heures de travail gratuit hebdomadaire par semaine. Donc tout ça cumulé fait que c'est une activité invisible et puis au final qui n'est pas reconnue. On parle de la charge mentale des femmes, c'est pas pour rien. Ah hein, bah qui est- En moyenne par jour. Moi, vous avez raison de dire qu'il faut vraiment déconstruire des mentalités parce que. Et même être en rébellion avec nos mères parce qu'elles ont eu une transmission. Elles ont eu une transmission de façon de faire. Et pour elles, c'est atavique. Elles veulent nous transmettre la même chose et on a le droit de dire en fait. Moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Et pendant que vous parliez, je me suis rappelé de quelque chose qui m'est arrivé pour mon premier enfant. Je rentre de la maternité. Pendant 3 jours, j'étais à la maternité avec le bébé. J'ai appris à le baigner. Je rentre de la maternité. Le premier bain, c'est son père qui le lui donne. Ma mère, elle me prend à part, parce qu'elle était là pour l'accouchement. Elle me dit, mais comme ça, elle me fait. Elle me dit, mais tu te rends pas compte. Tu laisses donner le bain. Et je lui dis, ben oui, parce que moi, je vais m'y coller. Enfin, il sait faire. Oui. J'ai appris, il faut qu'il apprenne en même temps que moi. Mon père était médecin et elle me dit, ton père, même médecin, il vous a pas baigné avant 1 mois. J'ai dit, et je la regarde, je lui dis, c'est débile en fait. C'est débile. Oui. Je dis, moi, il va apprendre. Oui. Parce que sinon, il fera pas. S'il apprend pas en même temps que moi, il va me regarder faire. Mais ça l'a choqué. Et j'ai dit, mais non, en fait, dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Mais ça, c'est... Mais le problème, c'est que nous parlons entre nous, mais il faut une certaine construction mentale pour pouvoir faire ça. Et ça, c'est pas évident. Oui, mais c'est... les ennemis tout le temps. Ah, Mais c'est pas... Tout le temps. C'est pas la majeure partie. C'est une injure, je suis Ah, enragée. bah, C'est ça, en fait. Oui, c'est pour ça qu'il faut qu'on aille dans les écoles. Oui. Et, C'est pour ça c'est que... pour ça qu'il voilà. faut qu'on continue ce travail-là dans les C'est établissements il scolaires. faut prendre à la source, Oui. parce qu'à partir de 15-16 ans, c'est trop tard, quoi. Mais c'est vrai qu'on a ces formatages-là. Hein. C'est mieux, c'est mieux. Moi, j'ai une amie qui a vécu la même chose, mais c'est pas sa mère qui lui a dit qu'il fallait pas laisser le père donner le bain. C'est que tout ce qui était changer les couches et tout ça, elle trouvait que son compagnon faisait pas bien. Et j'ai dû lui demander, mais est-ce que la vie de son enfant est en danger? Ok, quand la couche est de travers, c'est quoi la conséquence? Donc, on s'en fout en fait, laisse-le faire. Mais oui. Les femmes ont un peu défaut des fois de vouloir faire parce qu'elles estiment Qu'elles font mieux. Tout à fait. Exactement. Le contrôle. Exactement, c'est ça. Exactement. Où elles se disent même, si je lui explique comment il va faire, non seulement je vais perdre du temps à lui expliquer comment il va faire, et à mal faire, et il faudra que je repasse derrière, donc autant que je le fasse, ça va plus vite. Et en fait, pour moi, c'est une erreur stratégique. Il faut que la personne, il faut que le conjoint, le fasse. Et il faut lâcher prise sur le fait que ça ne va pas être fait comme moi je l'aurais fait. Et c'est ça que beaucoup de femmes ont du mal. Elles veulent que ce soit fait, ce sera fait différemment, mais ce sera La petite fille, le papa l'a coiffée, elle est arrivée, les nattes sont de travers. Et alors, quel est le problème? Tu vois la tête de mon fils. Le mieux est l'ennemi Du bien. Mais oui. Et puis aujourd'hui, il va
partir en promenade avec son fils, sa fille, peu importe, il va oublier le biberon, il ne va pas oublier 2 fois. Il ne va pas oublier 2 fois. C'est ça. Ça forme, hein, l'échec. Oui. Hein. Voilà. Excellent. On va écouter Jean-François, s'il te plaît. Jean-François, j'ai écouté est-ce que c'est un poème? En tout cas, il a concocté quelque chose pour la fête des pères. J'ai tellement envie que vous écoutiez ça, j'ai trouvé ça magnifique. Avant ça, je pourrais dire que peut-être entre potomitan qui est à proscrire, donc peut-être qu'il faudrait dire poto maman mi-temps et poto papa mi-temps. Pour un jour entier, venir en grand jeudi, il faudra aussi de nouveaux pères. Faites des pères. Plus pères que géniteurs, plus pères qu'experts matozoïdes. Des perfusions de parents-enfants, de la naissance à la prise de conscience, de la tétée au café ou au thé. Des pères ne faisant jamais l'objet d'avis de recherche de papa-père, des pères ne roulant qu'au père, mis loin du père. C'est vers des pères, mission toujours à l'écoute de leur progéniture, à oreille et cœur ouvert. Faites des pères de toutes les couleurs, mais pas des pères verts, afin que l'effet père dure, l'effet père perdure, afin que l'effet père ne soit pas éphémère. Merci Jean-François pour ce texte. Il est vraiment magnifique. Ouais, N'est-ce pas? C'est ça. Alors, pour aller vers la fin de cette discussion, il y a une note que j'aimerais vous lire, une prise de position, et j'aimerais avoir votre avis sur cette prise de position. C'est une lettre de démission. Je sous-signais, moi, femme antillaise, née en Martinique, Guadeloupe ou Guyane, vous annonce par cette présente lettre ma démission de mes fonctions de potomitan. Du foyer, femme pilier qui fait tout pour tout le monde, fonction que j'occupe depuis la nuit des temps au sein de la communauté antillaise. Ce CDI potomitan comporte actuellement beaucoup trop de clauses abusives que ma propre vie ne supporte plus et que je n'ai pas envie de transmettre comme modèle à mes fils et à mes filles. Car oui, ce CDI se transmet de femme en fille. Et nos fils, ils continuent de penser que c'est normal, qu'il n'y a qu'une femme pour être potomitan du foyer et qu'assumer son rôle d'homme et de père est optionnel. Sur cette note, je vous annonce ma démission de mes fonctions de potomitan. Qu'en pensez-vous? Je pense que ça résume tout ce qu'on a dit ce soir, hein, à peu près. On peut envoyer cette lettre? Ouais. Très bien, Qui est excellent. l'auteur? C'est toi? C'est une lettre que j'ai concoctée sur la base de ce qui a été dit. J'ai préparé un peu en amont. Mais l'idée qu'il y a derrière cette note, c'est qu'on a vraiment un travail à faire. Alors, l'objectif de Présence Créole n'est pas juste d'organiser des conférences juste pour qu'on discute entre nous. Après, il faut qu'il y ait des formes d'action. Alors, d'abord, la meilleure action, elle est individuelle. Déjà que nous-mêmes, nous portons connaissance, enfin, réflexion sur ce qui a été dit. Et après, c'est l'échange qu'on peut avoir autour de nous, autour de ces questions, de façon à amener les uns et les autres à pouvoir donc non seulement déjà commencer à réfléchir sur la question, parce que certains n'ont pas encore commencé ce travail de réflexion, mais nous-mêmes arriver à apporter un peu ces choses-là autour de nous. En tout cas, moi, je vous remercie énormément pour votre présence et cette discussion. Vos ouvrages sont là. Ceux qui le souhaitent pourront se les faire dédicacer, puisque sont riches d'énormément de choses. En tout cas, pour toutes celles que j'ai lues, franchement, il y a de très belles choses qui sont écrites dans ces différents ouvrages. Et puis, pour la prochaine conférence que nous aurons, elle sera programmée courant du mois de juillet. Nous allons aborder un autre thème qui, alors, on ne va pas dire que c'est un thème polémique, c'est sur la destruction qu'on a eue des statues. Alors, la question, elle est posée, fallait-il détruire ces statues ou pas? Alors, on a
Monsieur Éric Noël, qui sera normalement présent pour pouvoir donc débattre sur cette question. Il a écrit un excellent ouvrage autour des représentations des Noirs dans tout ce qui est statut en France et dans les Antilles. Monsieur Solbiac également, qui a fait un excellent ouvrage autour des statuts. Et puis, peut-être avec un peu de chance, si c'est possible, on aura l'occasion d'inviter Madame, je ne vais pas écorcher son nom, son prénom, aide-moi. Aide-toi. Aya Jaya Sani. Sami. Ok. Parce qu'on aimerait que finalement on puisse croiser finalement les avis de façon à ce que finalement on puisse porter une réflexion sur ces questions-là. Parce que s'il y a encore d'autres statuts à démonter, qu'est-ce qu'on en fait? Ouais. Et la réflexion préalable est toujours préférable que d'être devant le fait accompli. Voilà. Donc, en tout cas, merci d'être venu. Ne partez pas tout de suite parce qu'il y a une collation qui est prévue pour qu'on puisse échanger un peu ensemble. Et ce sera avec plaisir qu'on serait, en tout cas, Présence Créole, heureux de vous retrouver ici le mois prochain sur la prochaine dédicace. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Merci.